très heureux de vous recevoir. C'est gentil pour l'invitation. Et en plus, dans le cadre de l'année des géosciences, vous allez permettre à nos élèves de rendre vivante la géologie et votre intervention va permettre de lier en fait deux disciplines, les sciences de la Terre, les outils de physique pour faire parler des roches, des bijoux, des poteries et voilà. Donc je m'appelle Guéret Quéré, j'étais ingénieur de recherche au ministère de la Culture. Mon topo sera articulé à peu près en 3 parties. On aura un, c'est tout ce que j'ai fait en géosciences pures. Le travail que j'ai fait en thèse, c'est donc à Rennes, dans un laboratoire qui s'appelait le Centre armoricain d'études structurales des socles. Vous connaissez les équivalences entre les roches effusives et les roches plutoniques, granit, rhyolite par exemple, ça vous dit quelque chose? Gabbro, basalte, et il y a les péridotites aussi, vous connaissez. Mon travail, le travail que j'ai fait en thèse, c'est donc à Rennes, et il y a un moment, il y a toute une équipe de ce centre armoricain qui a décidé d'aller travailler sur les plus vieilles roches d'Europe, et elle se situe en Finlande. Moi j'étais avec Sylvain Blais, donc qu'on a eu comme enseignant en commun, sur le centre-ouest de la Finlande. On a fait plusieurs campagnes de terrain pour aller ramasser des cailloux, pour les reconnaître, faire un petit peu de cartographie. Et donc après, on mettait nos cailloux dans des bateaux, dans un bateau, ils venaient jusqu'à Rennes, et là on faisait tout le travail de pétrographie et de géochimie. Des lames minces, des analyses chimiques, des datations, et donc on utilisait pour ça la méthode rubidium-strontium. C'est basé sur la désintégration des éléments radioactifs. Et la pente de cette droite, vous doutez bien qu'elle est proportionnelle à l'âge du massif. Le rapport, ce qu'on appelle le rapport initial, lui, donne des indications sur l'origine du caillou. Ensuite, professeur d'archéologie à Rennes, qui a créé le laboratoire d'archéologie et qui est venu me chercher au laboratoire pour me former à l'étude des céramiques archéologiques avec les méthodes des sciences de la Terre. Bon, les céramiques, c'est du néolithique jusqu'à l'actuel. Une céramique, c'est comme une roche ayant subi un petit métamorphisme. Et quand vous faites une lame mince dans une céramique, vous voyez toutes ces inclusions. Et alors là, vous pouvez mettre en évidence si c'est des minéraux qui ont été rajoutés, des fragments qui ont été rajoutés, parce que les potiers, ils font tout un tas de cuisine. Ils mélangent éventuellement des terres, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins grasses. Et donc on rajoute des minéraux, donner la structure. Alors quelquefois, c'est pas des minéraux, ça peut être des végétaux, ça peut être des os broyés, ça peut être des scories de métallurgistes. Et puis les cultures aussi sont des traceurs culturels. Donc on fait des analyses en lame mince, des analyses par diffraction X. Alors ça vous permet de donner, par exemple, toutes les transformations des minéraux argileux en fonction de la composition et de la température. Vous avez des transformations. Quand vous analysez la céramique, vous pouvez déterminer quelle a été la température de cuisson de la céramique. Et puis les analyses chimiques, c'est en fonction des gisements, des compositions chimiques des gisements d'argile, vous allez pouvoir retrouver l'origine en vous aidant de la minéralogie aussi. J'ai fait plein de fouilles avec les différents spécialistes. Donc, apprendre le travail de terrain, c'est important. Commençons par la terre. Ensuite, donc je suis parti au Louvre. J'ai été recruté par le ministère de la Culture comme ingénieur de recherche pour m'occuper de la section pierre-céramique du laboratoire. Et donc on travaillait pour tous les musées de France. Et on avait un rôle aussi d'expertise pour les acquisitions des musées. Et ce qu'il y avait de très important, et ça il y avait une très forte demande, c'était la datation par thermoluminescence, qui est une technique de datation et d'authentification des céramiques et des objets cuits en général. Oui, alors la thermoluminescence, donc ça, c'est le principe des pièges dans les cristaux.
Alors en fait, quand un potier fait son vase, ou sa céramique, son carreau, n'importe quoi, hein, il prend de la terre, dans laquelle il y a du quartz, du feldspath, il modèle son objet, il met dans le four, il cuit, le principe hein, de la céramique. Et qu'est-ce qui se passe pendant la cuisson? Eh ben, tous ces électrons qui étaient piégés, chut, ils vont se remettre à zéro en fait. Donc en fait, il y a de la lumière qui est émise. Alors, après le potier cuit, l'énergie redescend à zéro. Et après, qu'est-ce qui se passe? Dans la céramique et dans le milieu d'enfouissement, il y a des éléments radioactifs qui, eux, bombardent les cristaux. Et du coup, ils se rechargent en énergie. Alors, tous les ans, voilà, vous avez une dose. Hop, ça monte. Hop, hop, hop. Et quand vous analysez au laboratoire en 2024, ben cette quantité de lumière, elle est proportionnelle au temps qui s'est écoulé entre le temps zéro, la cuisson, et l'actuel. Et après, vous mesurez les quantités d'uranium, de thorium et de rubidium et de potassium. Et après, ça vous permet, en connaissant ces radioéléments, de connaître la dose annuelle que l'échantillon a reçue. Et en fait, l'âge, après, l'équation, elle est simple. Hein. C'est ce qu'on appelle la dose archéologique divisée par la dose annuelle. Ça vous donne l'âge. Voilà. Donc, au Louvre, moi, je m'occupais de cette partie-là pour l'expertise des objets, quand il y a eu des acquisitions, de nouvelles expositions, quand il y a eu la création du musée du Quai Branly, par exemple. Il y a eu plein d'expertises à faire, et sur toutes les périodes et toutes les cultures, hein, des quatre coins du monde. Il fallait être un peu polyvalent. Donc là, on a développé aussi au laboratoire du Louvre tout ce qui était analyse par accélérateur. Et quand il y a eu le projet Grand Louvre, avec la pyramide et tout, le directeur du laboratoire a réussi à faire construire un laboratoire sous terre, moderne, ultra moderne, avec des équipements nouveaux, dont un accélérateur de particules. C'est pour l'étude des objets d'art et d'archéologie. C'est le seul au monde. Hein. Donc c'est un petit accélérateur linéaire qui permet d'accélérer des particules de son choix. Et de faire après des analyses. Alors il y a tout un panel d'analyses. Les particules induced X-ray emission. C'est une technique qui consiste, alors la structure, il y a le noyau, hein, d'électronique, et puis des couches électroniques, alors suivant les éléments, hein, vous avez le tableau de Mendeleïev là-bas. Hop. Je ne vais pas tous les faire. Hein. Voilà, tout ça, ça tournicote autour, les électrons tournicotent autour du noyau. Vous envoyez de l'énergie sur les particules et les atomes. Il y a des électrons là des électrons des couches internes, externes, hein, mais qui sont éjectés. Oui, c'est ça. Donc ça fait encore un trou. Hein. Et comme on arrive à un état instable, la nature est horreur du vide, il y a des électrons qui viennent des couches supérieures, qui viennent boucher les trous. Alors il y a plein, suivant les couches, hein, K, L, M, on a déjà dû voir ça en physique, et ben vous allez aller avoir une émission de rayons X. Alors avec l'accélérateur, la source d'excitation, la fluorescence X, on prend généralement des rayons X pour exciter et récupérer des rayons X. Avec l'accélérateur, on bombarde avec des protons. Et donc, au Louvre, a été développé ce qu'on appelle le faisceau extrait, là, vous voyez, qui permet d'extraire, tout ça c'est sous vide, hein, tout l'avant, hein, un vide très très poussé. Et là, il y a une petite fenêtre, et les protons sortent à l'air libre et vont taper l'échantillon que vous voulez analyser. Les protons tapent
sur la cible qu'on veut analyser. Ben là, c'était l'œil du scribe. Et vous voyez ici, il y a un détecteur et ici un autre détecteur. Et donc, derrière, il y a toute une série d'électronique qui vous permet de récupérer les photons X suivant leur énergie, leur quantité. Et donc, vous obtenez ce qu'on appelle un spectre. Et donc, ça vous permet d'avoir la composition chimique. Alors, pour l'œil du scribe, on l'a fait sur le cristallin. C'est un super cristal de roche qui est très pur. Il y a silicium, oxygène, point terminé. Sur la sclérotite, c'est la magnésite. C'est un carbonate de calcium, de magnésium, pardon. MgCO3. Et comme il y a souvent un petit peu de fer dedans, ça donne une impression comme s'il y avait des veines, un petit peu de sang, quoi. Alors derrière le cristallin, le cristal de roche, on a analysé et on pouvait voir derrière le cristallin, c'était rainuré de telle manière à faire l'iris, et puis la pupille au milieu pas rainurée, et une espèce de matière organique qu'on n'a pas analysée. Je suis revenu après à Rennes, et pour travailler au laboratoire d'archéologie qui dépendait principalement du CNRS, du ministère de la Culture aussi. J'avais analysé le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne, alors bon, qui est en or, hein. C'est Anne de Bretagne, lorsqu'elle est morte. Anne de Bretagne, c'est l'ancienne duchesse de Bretagne, qui s'est mariée avec 2 rois, hein. C'est la seule à se marier avec 2 rois, avec Charles VII et Louis XII. Et quand elle est décédée, en 1514, elle avait décidé que son corps serait enterré à la basilique Saint-Denis, mais que son cœur serait avec ses parents à Nantes. Donc on lui a enlevé le cœur et on l'a mis dans ce reliquaire en or. Là, c'était mesurer les teneurs en or, la qualité de l'or. Un des derniers projets que j'ai eu l'occasion de mener, donc c'était sur des bijoux en turquoise. Alors j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur la turquoise en étant au Louvre, sur les pectoraux de Ramsès II, qui avaient été fouillés par Mariette au Sérapéum de Memphis. Et donc il y avait les principaux matériaux qui étaient utilisés, c'était turquoise, vert bleu, le lapis lazuli pour le bleu et la cornaline pour le rouge. On avait analysé aussi une petite statuette Parthe qui provenait de Babylone, une petite statuette en albâtre de la déesse Ishtar, la déesse de la fécondité, qui avait des yeux en rouge et un nombril rouge d'incrustation. Et dans les catalogues du musée du Louvre, c'était toujours vert, rouge, etc. Et un jour, il y a un archéologue qui était passé étranger au Louvre qui avait dit « ça n'a pas l'air d'être du vert ». Et on avait été, c'était pour une exposition au Louvre sur les objets d'art. Et on avait été saisi de ce dossier-là, et du coup on avait pu démontrer que c'était du rubis. Et on avait fait tout un référentiel de tous les rubis du monde. On avait plus de 500 analyses, et on avait pu déterminer que les yeux et le nombril étaient en rubis et qui provenaient de Birmanie. C'était des rubis mogok, c'est les plus jolis, encore à l'heure actuelle. On appelle les rubis sang pigeon, très rouges. Et donc, quand je suis venu, avant de partir, j'avais commencé sur ces bijoux-là à travailler. Ce sont des bijoux qu'on trouve dans les grands tumulus armoricains des mégalithes. C'était des tombes très très riches, avec du mobilier extrêmement riche. Ça devait être des personnes très très importantes qui étaient inhumées là. Il y avait des haches polies en jade qui provenaient des Alpes. Et il y avait ces perles-là. Cette matière, on ne savait pas trop d'où elle venait. Après, on a découvert un gisement à côté de Nantes, donc tout près de ces monuments-là, où l'on trouve ces objets. Et on s'est dit, ah bah voilà, hein, ça vient d'à côté. Hein. Après, il y a des Espagnols, archéologues espagnols, il n'y a pas très longtemps, dans les années 60, qui ont découvert à côté de Barcelone toute une zone d'extraction, des mines, et des ateliers de fabrication de ces perles-là. Et en fait, après, au fil des années, les géologues et archéologues ont trouvé d'autres gisements
en Espagne. Et donc, du coup, j'ai pu comparer ces échantillons-là avec les 4 sources, sachant que les bijoux, on les trouve que dans cette zone-là. Ces bijoux-là. Et comme on a pu le voir, que c'était originaire d'abord de ce gisement dans les temps néolithiques. Ah oui, je ne vous ai pas donné l'âge. On est à 4500 jusqu'à 2500, avant Jésus-Christ. C'est la période d'utilisation de ces objets-là. Et donc on a pu démontrer que ça venait d'abord de ce gisement-là dans les temps les plus anciens et après de celle-ci. Et pas du tout de ça, ni de ça. Et les élèves aussi ont travaillé Oui. sur différentes thématiques. Donc je vais vous remettre leurs travaux. Anne de Bretagne. Oui. Votre biographie. Information. Ramsès II, oui, le CNRS par Marjane. Et les techniques pour investiguer les momies. L'investigation sur les objets trouvés en Égypte. L'accélérateur de particules. Super, merci infiniment, merci à toutes et à tous.